Bonjour à tous et bienvenue sur ce 3e SDC Talks, la conférence des communicants. Et aujourd'hui, on a la chance d'inviter Victoria Guillaumont qui vient partager son histoire avec nous. Nous sommes en live du campus de Paris et ici, on a la chance d'avoir dans cette salle des étudiants qui vont pouvoir aussi poser des questions à Victoria sur son parcours et son histoire. Victoria, merci d'être là. Merci à toi et merci à vous tous d'être ici. Merci du temps que tu nous consacres aujourd'hui. Tu vas nous raconter un peu ton histoire et puis le projet que tu portes depuis plusieurs années maintenant, qui est un podcast, le Nouvel Œil. Mais Victoria, avant tout, mais qui es-tu ? C'est une vaste question. Qui suis-je ? Souvent, on se présente par ce qu'on fait, par nos projets. Mais nous, en tant que personne, c'est toujours un peu compliqué de se décrire. Donc, moi, je dis toujours que je suis une amoureuse de la vie depuis toute petite. J'ai grandi à la campagne, dans le sud-ouest de la France. Mes parents sont agriculteurs. Donc, j'ai appris à donner le biberon au veau avant d'apprendre à attendre mon micro au monde. Et très vite, j'ai eu les mains dans la terre avec ces valeurs de ce que c'est que l'authenticité, la simplicité et cette importance d'avoir du courage dans la vie, de la persévérance pour faire ce qu'on veut. Donc voilà, milieu très campagnard, et j'ai rejoint la ville pour mes études à 18 ans. En faisant une école de commerce. Donc c'était une façon pour moi de ne pas faire de choix, parce qu'à 18 ans, sortie du bac, quand on m'a dit « trouve un métier, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Moi, ça m'angoissait énormément de me dire je suis incapable là à 18 ans de faire un choix qu'on me présente comme décisif pour ma vie, de me dire si tu prends médecine ou commerce ou ci ou ça va déterminer ta vie. Moi, je me disais mais je sais pas qui je suis moi, donc comment voulez-vous que je sois en mesure de vous dire quel métier je veux faire et donc quelle orientation choisir. Et donc, comme j'avais des résultats plutôt bons partout et que je m'intéressais à énormément de sujets, je me suis dit, allez, école de commerce, c'est une façon de ne pas faire de choix. Donc, j'ai intégré une école de commerce post-bac que j'ai suivie 3 ans, puis après 2 ans de master. Donc, en tout, j'ai fait 5 ans d'études d'école de commerce. Et aujourd'hui, on va certainement en parler, mais je suis donc la créatrice du podcast Nouvel Œil, qui aujourd'hui est soutenu par Subdecom, que j'ai créé il y a 2 ans maintenant à peu près, où en fait, chaque semaine, je tends mon micro jaune à des personnes inspirantes sur leur parcours de vie, pour apporter des prises de recul aux jeunes d'aujourd'hui sur tous ces enjeux du monde actuel qu'on connaît bien, qui sont l'enjeu climatique, la confiance en soi, trouver une orientation. Des questions qui nous concernent tous, mais qu'on ne prend pas toujours le temps de se poser. Donc moi, je les pose à des personnes inspirantes pour nous inspirer. Et aujourd'hui, on enregistre le 100e épisode après cette interview. Et en parallèle de ça, j'ai publié un livre en septembre dernier qui s'appelle « Ce qu'on n'apprend pas à l'école ». Et donc depuis, je donne des conférences un peu partout en France pour éveiller les jeunes comme vous sur les enjeux du monde actuel. Donc voilà, puis plein d'autres petites choses à côté des engagements. Et on va en parler. Et 2 ans pour Nouvel Œil, ça veut dire que tu as monté ça tout de suite après les études ? Pendant les études. La première année de mon master, où en fait moi-même je ne savais pas vraiment quoi faire. Je montais un projet entrepreneurial en alternance en me disant, très honnêtement aujourd'hui avec le recul, je peux dire que c'était plus pour cocher à ce qu'on voulait de moi. Je sais que voilà, mon père adore l'entrepreneuriat et de lui dire je monte mon projet entrepreneurial, je vais créer une entreprise avec 2 amis, c'est stylé. Donc j'ai foncé tête baissée dans ce projet-là sans vraiment en comprendre le sens. J'ai trouvé du plaisir, honnêtement. Voilà, ça a été très riche, humainement parlant, même professionnellement parlant. J'ai appris à monter un projet de A à Z. Mais il y a eu cette idée de podcast qui est venue au milieu de tout ça où je ressentais quelque part un petit vide existentiel de me dire mais là, je coche les cases parce qu'on me dit de les cocher, mais dans 1 an, j'ai terminé mes études et en fait, où est-ce que je me projette ? Comment moi, en tant qu'humaine, je peux apporter, une petite graine sur le monde pour rendre la société un peu plus douce, et comment je peux m'épanouir ? Qu'est-ce qui m'épanouit ? Et face à toutes ces questions-là, en même temps, je me sentais assez désemparée parce que j'avais très peu confiance en moi et je collais plutôt à ce qu'on me disait de faire et j'étais très dans l'apparence à agir en fonction du regard des autres, donc à être beaucoup sur Instagram, les réseaux sociaux, pour mettre des stories incroyables pour montrer aux gens que j'ai une vie stylée. J'achetais aussi pas mal dans des grandes entreprises, Zara, etc., pour ne pas les citer, parce que j'y trouvais un certain plaisir à me dire je m'habille d'habits neufs, je vais être jolie, etc. Et donc je collais un petit peu à tous ces dictats
à tous ces dictates-là, et en même temps, je sentais que quelque chose sonnait faux. Et on va aussi certainement en reparler, mais j'ai eu la chance, un peu par hasard, de faire une mission humanitaire de 2 mois en Inde quand j'avais 18 ans. Où en fait, pendant 2 mois, je me suis retrouvée dans les bidonvilles à Jaipur avec des enfants qui vivent de très peu, qui n'ont pas tout le matériel que nous on peut avoir, mais qui, humainement parlant, sont beaucoup plus riches. Et moi, ça m'a vraiment bousculée. Je suis revenue en France en me disant, mais donc réussir sa vie, c'est quoi ? Est-ce que c'est gravir les échelons ? Est-ce que c'est en accumuler toujours plus ? Ou est-ce que c'est simplement être dans l'authenticité avec des gens qu'on aime vraiment et redéfinir cette notion du partage avec un grand P ? Et en même temps, je me sentais un peu déchirée entre ce besoin de devoir coller à ce qu'on voulait de moi et cette quête de sens. Et donc, face à ce brouillard-là, je me suis dit, je vais créer mon podcast pour poser mes questions au monde. Donc, c'est venu assez naturellement, mais pour autant avec beaucoup de peurs qui sont celles de comment je fais un podcast ? Le sentiment aussi d'illégitimité, de me dire, mais j'ai pas fait d'école de journalisme, je sais pas poser une question, je sais pas... faire un montage, c'est quoi un podcast ? Et pourquoi un podcast ? Pourquoi un podcast ? Il y a 2 ans, un podcast, ça ? Pourquoi ? Et oui, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, les podcasts, c'était quand même très peu entendu encore. C'était beaucoup YouTube, beaucoup l'image. Et je pense que c'est précisément ça qui m'a poussée à le faire. C'est que je me disais déjà, mais il y a trop d'images, on est trop rattaché à comment sont habillés les gens, et ci et ça. Et en fait, on prend plus ce temps pour le fond des choses. On s'attache à la forme, mais moins au fond. Et j'avais envie de retrouver peut-être cette profondeur au discours qu'on pouvait avoir. Et moi-même, en fait, j'écoutais beaucoup de podcasts. J'ai découvert ce format-là un petit peu par hasard. Et j'y ai pris goût de me dire, mais je peux écouter ça quand je veux, où je veux. À la fois en cuisinant, dans les transports en commun. Et pour une fois, j'ai pas besoin d'avoir les yeux rivés sur un écran pour me cultiver et pour me mettre dans une discussion. Et donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas utiliser ce merveilleux format pour rencontrer des gens merveilleux. Et après, ça m'a un peu rattrapée. J'ai mis le doigt sur une passion par hasard, finalement. Et j'ai vu que ça parlait aux jeunes, parce que c'est des questions qui nous concernent tous, celle de la confiance en soi, etc. Donc, ça a pris de l'ampleur. Et puis moi, en faisant grandir cette passion, je me suis dit, allez, un épisode par semaine. Et puis, depuis, j'ai pu lâcher le projet, quoi. Bravo. Et ce que je trouve remarquable, c'est que tu l'as fait dans une période à la fois où toi tu étais étudiante, une période qui était celle du confinement, enfin à un moment où entrer chez les gens c'était simple, mais créer une fidélité peut-être un peu moins. Comment tu as lancé, comment tu as communiqué, comment tu as lancé ce podcast au tout début ? Honnêtement... Et puis pourquoi Nouvel Oeil ? Alors, Nouvel Oeil, j'ai pas le pourquoi. En fait, c'est le jour où je me suis dit, faut trouver un nom. Nouvel Oeil, ça arrivait comme ça. J'ai pas réfléchi, j'ai pas fait de benchmark. Je me suis dit, Nouvel Oeil, ça sonne bien. Voilà, c'est vraiment, je l'explique pas. Voilà. Et après, pour le comment, honnêtement, je pense que c'est le fait que je ne me sois pas posé trop de questions. Parce que ce projet, il mûrissait dans ma tête depuis déjà un petit moment, mais effectivement, j'avais pas forcément le temps, parce que étudiante, parce que ci, parce que ça. Beaucoup de peur, et la peur du regard des autres aussi, de me dire mais comment je vais paraître quand je vais poser mes questions, etc. Enfin vraiment, gros syndrome de l'imposteur. Et en même temps, cette intuition-là de me dire mais fais-le. Donc j'ai commencé avec une interview, et puis c'était très irrégulier. En fait, c'était plus quand j'avais le temps, sur mon temps libre, etc. Mais j'ai tout appris sur le tas. Et je pense que si j'avais pris la question à l'envers, dans le sens où je me disais, ok, donc telle étape pour faire un podcast, j'y serais pas allée parce que c'est juste colossal et j'aurais eu peur. Donc c'est un petit peu en ajustant au fur et à mesure, en fait, au fil des interviews, c'est petit à petit, tiens, ça je l'apprends. Ok, donc là, peut-être plus ce matériel pour... je commençais pas du tout avec des micros comme ça, hein. Donc j'ai vraiment ajusté petit à petit, et pendant le premier confinement, c'est là que j'ai vraiment un peu remis ma vie à plat, je pense, comme pour beaucoup, et je me suis posée un petit peu en me disant qu'est-ce qui te plaît vraiment dans un an, où est-ce que tu t'imagines, tu as terminé tes études. Et donc là, j'ai mis ce fameux projet entrepreneurial de côté, et je me disais je veux laisser plus de place à Nouvel Oeil parce que je sens que c'est ça qui me passionne. Et donc j'ai envie de publier une interview par semaine. Et c'est là que ça a commencé à prendre un peu d'ampleur. Et les choses se sont faites assez naturellement, et ça je crois que c'est aussi un peu la magie de la vie, que quand on est à sa place, et quand on s'écoute, et quand on aime ce qu'on fait, on met une certaine énergie qui fait que les portes s'ouvrent assez naturellement en fait. Et ça a été en tout cas mon cas, quoi. Ça a résonné chez beaucoup de monde. Donc après, ça a fait un peu effet boule de neige, mais je savais pas que je pouvais potentiellement gagner ma vie avec un jour. C'était vraiment purement c'était de la nourriture personnelle en fait. Moi, ça m'a aidé à grandir personnellement, m'a aidé à prendre confiance en moi, jusqu'au jour où je me suis dit, mais
quoi que je fasse, je voudrais toujours ce podcast à côté pour moi. Voilà. Puis aujourd'hui, c'est devenu le centre de ma vie, donc c'est plutôt chouette. Félicitations. Et je pense qu'on est plusieurs à se poser la question dans la salle aujourd'hui, mais comment... c'est quoi le quotidien ? Déjà, c'est quoi ton métier ? Comment tu le qualifierais ? T'es podcasteuse ? T'es conférencière ? T'es journaliste ? Ouais. Je peux pas. Alors, déjà, j'ai du mal avec les cases, les étiquettes, etc. Et en plus, c'est compliqué, effectivement, de mettre un mot parce que est-ce que c'est un métier podcasteuse ? Est-ce que c'est un métier conférencière ? Est-ce que c'est un métier auteur ou autrice ? Donc, c'est un peu un micmac de tout ça et de ces projets que finalement je construis par passion, mais qui ont tous cette même particularité de vouloir réveiller une génération en quête de sens, en fait. Donc, tous ces projets-là sont assez rattachés à apprendre à développer notre écologie intérieure, moi je l'appelle comme ça, de me dire pour changer le monde, pour impacter le monde, il faut déjà se connaître soi, être bien nous individuellement, pour après rayonner et construire un monde un peu plus doux. Et donc tous ces projets-là finalement qui se dessinent petit à petit, ils sont rattachés à ce constat-là. Après, quelle étiquette mettre derrière tout ça, je sais pas. Je vous laisse la mettre. On cherche pas l'étiquette. Mais voilà. Mais c'est magnifique ce que tu dis. Quotidiennement, ça se manifeste comment ? C'est quoi une journée type pour toi ? Si on reste bien sûr sur le média du podcast, mais sur toutes tes activités dont on parlera aussi ensuite. Mais c'est quoi la journée type, la semaine type, même si tu préfères ? Il n'y a pas vraiment de semaine type. En fait, chaque journée est vraiment très différente en fonction de mes déplacements ou pas. J'essaie de faire par bloc, mais c'est souvent compliqué de me dire, bon là je fais une semaine vraiment production où j'enregistre plusieurs interviews, je me déplace une fois à Paris, une fois à Lyon, une fois ici, et puis en même temps je cale 2-3 conférences, et puis le reste je me pose un petit peu à la campagne pour lire, pour préparer mes interviews, etc. Mais ça se passe rarement comme ça c'est ce que j'aimerais faire, mais c'est souvent des semaines très saccadées où finalement je suis à Paris quasiment toutes les semaines, au moins une journée. Et c'est des ajustements permanents, c'est des choses. J'ai toujours mes objectifs tous les mois, et après c'est des mails qui arrivent à la dernière minute pour la semaine prochaine, où du coup je dois bouger des interviews, des ci, des ça. Mais de façon plus concrète, c'est le quotidien déjà de podcasteuse en soi, c'est vraiment démarcher déjà les invités, donc savoir qui va moi m'inspirer pour inspirer les autres, les contacter, donc trouver les canaux de contact, ça c'est pas évident. Donc je vais partout, j'appelle les attachés de presse sur Instagram. Parce qu'il a fallu trouver le premier interview, quoi. C'est ça. Parce que maintenant on est au 100e, donc il y a une récurrence, il y a une histoire, il y a une audience, mais trouver la première personne à interviewer. Et surtout, j'ai pas du tout de contact. Je suis pas issue d'une école de journalisme, mes parents sont agriculteurs. Enfin, j'ai vraiment pas un carnet de contact bien chaud où on a pu m'aider dès le début. J'ai tout construit toute seule. Donc il y a le démarchage des invités. Après, il y a la préparation des interviews où je prends souvent une demi-journée pour vraiment me renseigner sur la personne, lire quand elle a écrit des livres, essayer de lire un petit peu ce qu'elle a fait ou qu'il a fait. Puis après, donc il y a les déplacements. Je passe beaucoup de temps dans les trains. L'enregistrement de l'épisode, le montage, la communication. Donc ça, c'est pour la partie podcast qui prend plus de la moitié de mon temps. Et après, les conférences, c'est en fonction des opportunités à droite à gauche, un peu partout en France. Et puis, il y a aussi des événements où c'est aussi beaucoup de bénévolat, où juste je vais porter ma voix sur mon parcours, etc., pour inspirer. Ou ça va être des événements pour représenter la jeunesse, un peu partout, quoi. Donc voilà. Des belles journées, des belles journées par contre, oui. Il n'y a pas vraiment de frontières. J'ai du mal à dire que ça c'est professionnel, même si ça l'est. Mais en fait, c'est tellement moi et c'est tellement incarné de qui je suis que en fait, je me dis pas le soir à 19h, ça y est, j'y pense plus. J'y pense tout le temps, c'est toujours en ébullition. Ouais. C'est même la nuit, avant de me coucher dans mon lit, je me dis je pourrais faire ci et ça, j'ai oublié d'envoyer tel mail. Et donc en fait, je coupe jamais réellement, c'est mon quotidien, quoi. C'est voilà. Ta passion. C'est ma passion, donc c'est beau. J'ai pas l'impression de me lever le matin en me disant oh là là, vivement ce soir pour débaucher. Non, pas du tout. Bon, super. N'hésitez surtout pas, je le répète, à poser les questions. J'essaie de récupérer les mains qui se lèvent. Moi, dans tous les cas, j'en ai plein, donc soyez pas inquiets et inquiètes. On parle du podcast. Bravo pour cette réussite. Comment tu as évolué entre ton premier et ton 100e podcast que tu vas enregistrer tout à l'heure? Comment tu as évolué toi? Alors, tu nous parlais du matériel.
Tu nous parlais de tout ça, qui est de la logistique, mais toi en tant que personne, déjà, certainement, mais aussi peut-être dans ta méthode journalistique, dans la manière dont tu les prépares, la manière dont tu les synthétises. Voilà, c'est quoi l'évolution en 2 ans de ton podcast? C'est vertigineux l'évolution. Vraiment, je vous invite à ne pas écouter le premier épisode parce que vraiment, même moi, je n'ose pas le réécouter parce que je sais que je vais avoir tellement honte et en même temps, il ne faut pas avoir honte. Mais j'avais qu'un seul petit enregistreur avec des micros intégrés. Je me disais, bon, ça va faire l'affaire. Et puis, je pensais pas professionnaliser ça. Donc, c'était vraiment purement pour moi. J'ai fait ça dans un café, donc il y avait énormément de résonance, énormément de bruit. Enfin, la captation du son, c'était vraiment pas dingue. Et au début, j'avais peu confiance en moi. Donc j'étais très attachée à mes notes. Je n'osais pas forcément laisser cette part d'inconnu où je me dis ah ouais, allez, impro, j'ai une question qui me vient, je vais la poser. Mais j'avais prévu de dérouler l'interview comme ça. Mes questions étaient très écrites et je m'en détache pas. Et c'était une façon un filet de sécurité pour bien contrôler mon interview. Donc les débuts c'était ça et aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus spontané. J'ai 2-3 idées claires de ce que je veux aborder mais je me laisse porter, je me fais confiance. Et surtout moi personnellement j'ai vraiment grandi avec ces rencontres-là parce que de me confronter à des personnes parfois très connues, ça fait peur. Enfin, j'étais stressée parfois, j'expliquais pas trop. Je me disais mais c'est des individus comme tout le monde. Mais en fait de se dire... il a pris du temps pour moi, pour que je lui pose mes questions. Il faut que je sois à la hauteur. Donc, je me mettais une pression colossale et j'étais très stressée. Donc, j'ai appris à gérer mon stress et à me faire confiance, à me dire, mais là, tu es en train de construire ça toute seule. C'est quand même bien. Donc, ça a été des ajustements petit à petit, mais j'ai énormément pris en confiance, ça, c'est évident. Et la porte d'entrée, alors encore une fois, là, quand on parle peut-être des 10 dernières personnes que tu as interviewées, tu arrives avec une histoire, avec une marque, avec un projet, avec une audience, mais les premières personnes que tu as réussi à contacter, je sais pas, les 10, les 15, les 20 premières personnes, sans réseau, sans réseau, sans network, sans carnet d'adresses, mais ces personnes-là... tu es venu comment? Tu as tapé à leur porte avec ton histoire, avec ton projet, avec ce voyage humanitaire en Inde, en disant j'ai envie de rencontrer des personnes parce que moi-même je me pose des questions sur l'humanité. C'est quoi? Je vous trouve inspirante. Est-ce qu'on en parle? C'était quoi la porte d'entrée? Vraiment, c'était le culot. Hein. Ouais. C'était donc la toute première interview pour la petite histoire, c'était Pablo Servigne, qui est un collapsologue. Donc il étudie l'effondrement du vivant. Une question pas très fun. Et en fait, j'étais à un festival Climax à Bordeaux autour du climat. Et déjà là, ça faisait plusieurs semaines que cette idée de podcast trottait dans ma tête, mais j'osais pas franchir le premier pas, pour toutes les raisons que j'ai expliquées précédemment. Et en fait, je vois Pablo Servigne à 3 mètres de moi à peu près. Et là, j'ai eu comme une intuition, un élan de l'enfance de me dire « Mais te pose pas de questions, vas-y, va lui proposer en fait. » J'y suis allée, je l'explique pas, j'y suis allée. Et en fait, je me suis expliqué le projet à moi-même en lui expliquant. Parce que je me l'étais pas vraiment mûri avant, parce que je me suis pas levée le matin en me disant il y aura Pablo Servigne, je vais aller lui proposer une interview. Non, c'était pas du tout prévu. Et donc je suis allée le voir vraiment de façon très spontanée en lui disant voilà qui je suis, je m'appelle comme ça et puis j'aimerais bien faire des interviews inspirantes pour inspirer les jeunes. C'est tout ce que je lui ai dit. Et lui, il était, je pense, assez touché par la démarche. Il s'est dit bon, elle est mignonne, allez. Et en fait, il m'a dit envoie-moi un mail, on en rediscute. Et donc là, déjà, dans ma tête, je me suis dit, oh yes, ça l'intéresse. Et en même temps, je me suis dit, attends, mais il reçoit je sais pas combien, mais peut-être des centaines de mails par jour. Mon mail, il va passer à la trappe ou dans les spams. En fait, là, il est en face de moi. Allez, propose-lui de sortir son agenda et on fixe un rendez-vous maintenant. Donc, on a sorti tous les deux nos agendas, on a fixé un rendez-vous et un mois après, on s'est rencontrés à Paris. Et donc, c'est là, en fait, où je me suis dit, le soir, en rentrant chez moi, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as le rendez-vous dans ton agenda, mais tu sais pas faire. Donc, j'ai été un peu forcée, du coup, d'apprendre et de m'y mettre, quoi. Donc ça, c'est un conseil maintenant que je donne. C'est juste, faites un premier pas et n'attendez pas de voir parfaitement la ligne tracée pour y aller, parce que dans tous les cas, vous vous sentirez jamais prêt. Donc, il suffit d'y aller aujourd'hui d'une façon ou d'une autre. Et après, pour les interviews suivantes, ça a été beaucoup de culot où voilà, j'avais mon petit discours de je m'appelle Victoria, j'ai 21 ans, je fais ci, je fais ça, j'ai envie d'inspirer les jeunes, votre parcours m'inspire, est-ce que vous auriez 40 minutes à m'accorder? Et puis je faisais beaucoup de relances et je pense que j'étais très chiante. Et donc à force d'être chiante, ils se sont dit bon allez,
allez, on va lui dire oui parce que comme ça elle sera contente. Mais il y en a plusieurs que j'ai réussi à avoir comme ça où ils m'ont dit en fait c'est grâce à tes relances qu'on a dit oui parce qu'on voit ta détermination. Et parmi tous les mails qu'on reçoit tous les jours, à force de te revoir toujours, on finit par dire oui quoi. Donc ça a été surtout ça. Je vois qu'il y a une question. Beau conseil, la détermination. Oui, vas-y. Ouais. Alors sur Instagram, il y a plusieurs formats déjà. Des petits formats vidéo en réel où notamment on a fait des micro-trottoirs sur des questions de vie, de manière générale, sur qu'est-ce que c'est pour vous l'amour, qu'est-ce que c'est pour vous réussir sa vie, etc. Et on a filmé plusieurs personnes de profils différents, d'âges différents. Donc il y a des petits formats comme ça sur Instagram. YouTube, on m'a beaucoup posé la question de me dire mais pourquoi tu filmes pas tes interviews et les mettre sur YouTube ? Et en fait je me dis dans ces cas-là c'est plus un podcast. Et du coup quelle valeur ajoutée j'apporte à part juste mettre de l'image sur le podcast ? Donc à la fois c'est de la pollution numérique en plus. YouTube c'est déjà saturé et je me dis finalement c'est juste mettre nos têtes et je vois pas l'intérêt. Donc soit faire un format radicalement différent, ou je pars faire des reportages, des trucs, ouais pourquoi pas. Filmer les interviews pour le moment non, je suis vraiment attachée à ce format podcast qui me plaît et je me dis pourquoi vouloir dupliquer ça autrement alors que c'est ça qui me plaît. Donc voilà, pour répondre à ta question. Mais après il y a d'autres projets qui naissent comme celui de la création de concerts avec un pianiste qui s'appelle Nicolas qui m'a contacté en septembre. On en parle tout de suite, vas-y. Qui m'a contacté en septembre et qui m'a dit j'aime bien les discours que tu portes, les valeurs que tu portes, donc moi je suis pianiste au Conservatoire de Paris, il faut mettre de la musique derrière tout ça parce que mêler l'art à ses paroles, ça donne d'autant plus de profondeur aux mots et ça touche les consciences des gens. Et moi il pouvait pas mieux dire quoi, il m'a dit ça, je me suis dit allez on y va. Et puis en s'entraînant, je me suis dit il faut rajouter aussi de la danse parce que ça embellirait encore plus le tout. Et du coup maintenant il y a Oyana, danseuse, qui nous a rejoint. Donc on est tous les trois, pianistes, danse et mes paroles. Et on fait des concerts un peu partout en France. Il y a un prochain à Paris prochainement. Et c'est génial de faire ça parce qu'on voit que les gens ils sont juste vraiment touchés, ils sortent, ils sont bouleversés. Moi je me dis waouh, la puissance du truc, c'est incroyable. Donc ça, j'ai envie de continuer. Tu parles, tu récites, tu chantes, tu slams. C'est quoi le format ? Toi, ta prise de parole, elle est comment ? Je parle. J'ai écrit vraiment c'est un peu comme une conférence qui est vraiment écrite où il y a des passages de mon livre, il y a des textes que j'ai écrits aussi moi au fil de l'eau. Et on a calé ces textes sur des morceaux de piano bien choisis. Qui résonnent bien en fonction des phrases que je vais dire, etc. Donc c'est vraiment, on a travaillé ça avec Nicolas de sorte à ce que telle phrase elle soit illustrée par telle musique pour que ça ait de l'impact quoi. Et là on a créé une association qui s'appelle Nouvel Oeil sur le Monde. Donc on a carrément créé une association pour pouvoir développer ça partout en France. Donc voilà. C'est superbe. N'hésitez surtout pas, merci pour la première question. Oui. Je l'ai pas appris. Non, merci beaucoup, ça me touche. Je pense que c'est la pratique aussi. À force de faire des interviews, à force de m'exprimer, forcément on prend en confiance et on apprend sur le tas. Après, c'est vrai que j'ai toujours aimé faire ça. Et quand je dézoome, que je regarde un petit peu comment... souvent, quand on regarde l'enfant qu'on était ou comment on se comportait à l'école, etc., ça veut en dire long. Et je sais que moi, à la fois dans les dossiers à rendre, dans tout ce qui était écrit, synthétiser les dossiers, etc., j'adorais faire ça. Et j'étais toujours celle qui passait à la fin des dossiers pour réunir toutes les pages, pour bien tout mettre, etc., faire les transitions. Et pareil pour parler, en fait, j'adorais présenter les dossiers en classe. C'est vrai que ça a toujours été naturel quand j'y pense finalement depuis longtemps. J'aime bien prendre la parole, mais ça n'a pas toujours été facile, parce que vraiment, là aujourd'hui, on a l'impression que j'ai super confiance en moi, etc. Alors déjà non, et avant vraiment pas du tout. C'est-à-dire que dès que je disais quelque chose, je me disais mon Dieu, mais c'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire. Et donc en fait, maintenant, je me dis juste, tu dis ce que tu as à dire, et puis forcément, ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est évident. Et donc je rattache ça aussi au regard des autres. En fait, le jour où j'ai arrêté de me comparer aux autres et d'être attachée au regard des autres, juste je suis moi-même, je dis ce que j'ai envie de dire, ça résonnera chez ceux pour qui ça résonnera, et pour les autres, c'est pas grave quoi. Donc après, c'est juste se faire confiance, je pense. Mais la pratique, forcément, que ce soit dans chaque milieu d'activité qu'on peut faire, plus on pratique, plus on évolue quoi. Merci pour la question et merci pour la réponse. Vas-y. Alors en fait, c'est drôle parce que forcément on est confronté à ces questions-là quand on sort des études, à se dire
c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et les gens cherchent à rationaliser. Et donc moi, quand je leur présente ce que je fais, ils sont là, c'est hyper incertain, mais c'est pas un vrai métier, mais et du coup dans 3 ans, et ci et ça. Et en fait, moi, ce que j'aime justement avec la vie, c'est qu'on ne sait pas en fait quelle rencontre on va faire demain. Et typiquement, ce que je fais aujourd'hui, il y a 2 ans, j'aurais été incapable de décrire ce que je fais. Et donc, je suis vraiment dans cet élan de saisir les opportunités au vol et de jongler, en fait, d'affiner au fur et à mesure en fonction des rencontres que je vais faire, des propositions que je vais avoir. Aujourd'hui, je peux pas tout accepter parce qu'il faut aussi que je fasse attention à moi, à pas trop en faire. Et ça, c'est un problème de se dire quand on est aligné avec ce qu'on fait, qu'on est passionné, on a envie de dire oui à tout. Et c'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des projets qui m'appellent. Là, typiquement, c'est des coups de cœur en fait. Là, Nicolas, quand il m'a envoyé ce message-là, qui m'a dit je veux qu'on fasse des concerts, moi, de suite, j'ai même pas hésité en fait. Je me suis dit mais waouh, l'idée est géniale, il faut y aller. Et là, voilà, après, pour dans 5 ans, je sais pas où je serai. Ce dont je suis sûre, c'est que je ferai quelque chose que je ne fais pas aujourd'hui, qui sera certainement rattaché à tout ça, à ces valeurs-là, à ces messages-là, mais sous certainement une autre forme, ou pas, parce que j'adore faire des interviews, donc je rencontrerai peut-être toujours ces personnes-là. En fait, j'en sais rien. Et ça me plaît de pas savoir. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de beau aussi à se dire, juste la vie, qu'est-ce qu'elle va mettre sur mon chemin. Et là, j'ai quand même un gros projet en tête qui est celui de la réalisation d'un film. Donc là, je rencontre plusieurs producteurs. Pareil, j'y vais au culot, j'ai contacté plein de producteurs sur LinkedIn. Et puis là, je commence un petit peu à comprendre le milieu du cinéma auquel je n'y comprenais. Mais je connais rien. Je suis partie de rien. Je me suis dit, tiens, si on faisait un film. Et donc là, j'avance petit à petit et j'espère faire un film sur quoi ? Sur la génération Z. Et en fait, l'idée de base était celle de redistribuer les bénéfices des ventes de mon livre à cette fameuse association en Inde dans laquelle j'avais été quand j'avais 18 ans. Et je me suis dit, pour allier l'enjeu écologique à cette action-là, je vais y aller sans prendre l'avion, donc rejoindre l'Inde en train. Et je me suis dit, en rejoignant l'Inde en train, autant passer par l'Afrique et le Moyen-Orient et aller rencontrer aussi des populations un peu reculées qui ont besoin d'aide dans ces pays-là. Et donc ça, c'est vraiment l'idée que j'ai en tête. Après, les producteurs, ils le voient pas tous comme ça. C'est toujours plus compliqué de dire je veux pas prendre l'avion, je veux partir en vadrouille, etc. Ils disent t'es bien mignonne, mais il y a des frais, il y a des temps, il y a des timings à tenir. Donc prendre un avion, ça va quand même beaucoup plus vite. Et donc là, voilà, je pense que le projet va s'ajuster, s'affiner petit à petit en fonction d'avec qui je vais travailler, etc. Mais l'idée, c'est de partager ces valeurs-là que je peux partager dans le livre, dans le podcast, dans mes conférences, avec un film, parce que je trouve que les films c'est tellement puissant, ça change des vies. Enfin moi la première, parfois j'ai une journée un peu trop longue où je me pose plein de questions et là je tombe sur le film dont j'avais besoin et ça m'apaise, ça m'ouvre les yeux sur quelque chose, ça me rassure et je me dis quoi de plus beau que finalement ces valeurs-là les porter autour d'un film pour réveiller les consciences encore plus largement. Donc voilà. Bravo, tu en fais des choses. Oui mais il faut, on n'a qu'une vie et du coup moi je me dis toujours mais à 90 ans, quel film, justement, j'ai envie de faire défiler ? Est-ce que j'ai envie de faire défiler le film de ma propre vie ou celui que d'autres ont voulu construire pour moi ? Et du coup, quand je fais face à des choix que je dois faire, je me dis toujours, ok, donc la Victoria de 90 ans, là, dans son lit, est-ce qu'elle a envie d'aller voir ce qui aurait pu se passer si elle avait ouvert cette porte-là ? Ou est-ce qu'elle a envie de voir ce qui était certain et elle savait que c'était déjà ouvert, que c'était tout tracé ? Et enfin, souvent, ça me pousse à aller voir ce qu'il y a dans l'inconnu, quoi. Et c'est souvent là qu'il y a de belles surprises et que les choses se passent et qu'on fait des rencontres merveilleuses et que, certes, c'est inconfortable. Et ce fameux filet de sécurité auquel on cherche tout le temps à se raccrocher, il n'est pas là. Mais c'est là qu'on vit vraiment, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la vie, en tout cas. Tu nous as parlé du podcast, longuement, bien sûr, de ce trio artistique que tu as constitué, de projets de films. Et puis, à plusieurs reprises, tu as parlé de ton livre. Tu as écrit un livre, déjà. Raconte-nous l'histoire de ce livre. Alors, ce livre, c'était une longue histoire. En fait, en rentrant de toujours cette fameuse expérience humanitaire en Inde, je suis rentrée en France en me sentant très seule et incomprise, où finalement j'ai retrouvé les bancs de l'école en 2e année, en amphithéâtre. Et c'est comme si j'avais plus envie de me mentir et que j'arrivais plus à coller aux étiquettes qu'on voulait me poser et donc aller chez Zara pour acheter du neuf, pour être belle, etc. J'étais là mais ça sonne faux, je veux plus faire ça, enfin pourquoi, pour qui ? Sortir en boîte de nuit parce qu'on m'a dit que profiter à 20 ans c'était sortir en boîte de nuit alors que j'aime pas, juste n'y va plus et puis avoir ces amis là parce qu'ils sont cotés, du coup c'est stylé d'avoir des amis qui ont la cote sur Instagram. En fait ils me connaissent pas pour qui je suis vraiment, donc juste en fait j'ai fait un gros tri dans ma vie.
j'ai un peu adopté ce mode de vie minimaliste qu'on entend un peu partout, mais c'est passé de mon dressing où j'ai enlevé les 3/4 de mes habits qui me servaient à rien, que je mettais une fois par an, et je me suis dit, il y a des gens qui sont dans le besoin, qui en auront beaucoup plus besoin que moi. Donc c'est passé par ma garde-robe, à ma façon de m'alimenter, à mon rapport au monde dans sa globalité, mon rapport aux autres, mon rapport à mes projets, etc. Et face à tout ça, effectivement, c'était là aujourd'hui, j'en parle avec un certain recul, où c'était limpide de faire ça, mais moi je me sentais juste complètement démunie, hyper seule, et j'avais surtout peur d'oser emprunter une route qui n'est pas celle que tout le monde empruntait, quoi. Et l'écriture, ça a été mon échappatoire. C'est comme si ça m'appelait de me dire, mais pose des mots sur tout ce que tu ressens là, parce qu'en fait, c'est des choses des prises de recul que tu as eu quelque part une chance d'avoir aussi jeune, que tout le monde n'a pas. Et donc, faisant une force. Et l'écriture, j'écrivais pour moi. Plus j'écrivais, plus je me rendais compte que moi, ça m'aidait à me construire, que ça m'aidait à m'accepter, d'être qui je suis, et que ça m'aidait à accepter ces questionnements-là. Et jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, tout ce que tu écris, c'est des choses que tu aurais aimé qu'on te dise et que tu aurais aimé apprendre plus tôt. Donc, ça veut dire que d'autres personnes qui, aujourd'hui, ont 15 ans, 18 ans, peut-être aimeraient lire ça. Donc, partage-les, parce que sans transmission, je crois qu'on ne fait pas évoluer une société. Donc, je me suis dit, mets-y toi à fond. Et c'est là que l'écriture a pris un petit peu d'ampleur, où, pour le coup, j'ai mis un cadre. Je me suis dit, ok, tu veux écrire un livre, tu veux donner forme à tout ça. Il faut que chaque jour, tu avances un petit peu, sinon tu procrastineras toujours à te dire, ce soir, t'as ci à faire, t'as un dossier à rendre, et puis il faut aller faire ton sport, et ci et ça. Donc en fait, je me levais 1 heure plus tôt, tous les matins, et avant d'aller en cours. Donc j'écrivais 1 heure avant d'aller en cours, tous les jours, pendant près d'1 an. Mais j'aimais ça, en fait. C'était un peu comme ma routine du matin, où je me retrouvais avec moi-même, et ça m'aidait à décharger plein de choses. Et puis le jour où je me suis dit, bon, de toute façon, tu te diras jamais, là, le livre est terminé, tu trouveras toujours à rechanger, à remodifier. Donc là, stop, envoie-le à des maisons d'édition. Donc ça, c'était en janvier 2020, donc juste avant le premier confinement. J'ai envoyé à près de 50 maisons d'édition, j'ai eu que des refus. Et forcément, tout ce qu'on me disait de non mais pour qui tu te prends à 20 ans, forcément que tu vas pas écrire un livre, t'as pas fait d'études littéraires, il y en a plein qui passent leur vie à vouloir être publiés, qui le sont jamais. Enfin, c'est bon, genre redescends sur terre, quoi. Donc moi je me disais, ils ont raison. C'est vrai que j'étais peut-être un peu utopiste de me dire, je vais publier mon livre. Mais j'ai pas lâché, comme pour tous mes projets. Et en fait, en septembre 2020, donc de la même année, donc pratiquement 1 an après, je me baladais dans une librairie à Bordeaux, et il y a un livre qui m'a tiré l'œil, et j'ai vu le nom de la maison d'édition, les éditions Kiwi, j'ai feuilleté le livre, et en fait ça a été évident. Je me suis dit, mais mon livre, il sera chez eux. J'ai envoyé mon manuscrit le soir même, et 2 semaines après, c'était un oui, quoi. Donc là, je dis à tout le monde, vous voyez, oui, les choses, elles prennent du temps. J'ai eu plein de refus, et j'aurais pu vous écouter à dire, oui, voilà, j'ai les refus, je suis pas légitime, j'ai pas l'âge pour. À 20 ans, on n'écrit pas un livre, faut attendre d'avoir l'expérience pour écrire un livre. Mais en fait, non, c'est pas à 5 ans qu'on est plus légitime. Peut-être qu'à 50 ans qu'on sera plus légitime. Certainement que dans 30 ans, je dirai des choses complètement différentes. Je vais relire mon livre, je vais dire mais n'importe quoi, je suis plus du tout d'accord avec ça. Mais ça veut pas dire que c'est plus vrai que ce que j'écris aujourd'hui, c'est juste des visions différentes. Donc voilà, le livre a pris forme vraiment petit à petit. Entre le moment où j'ai commencé à écrire Retour en Inde et sa publication, il s'est passé 4 ans. Donc c'est pareil, là pour le film, je me rappelle toujours ça. Je me dis oui, là ça prend du temps et tout, t'as envie que ça aille plus vite, on a tous envie que les choses aillent vite. Mais rappelle-toi, le livre ça a pris du temps, il a fini par sortir. Donc fais pareil pour le film, fais confiance, et puis tu trouveras un producteur, et puis le film il sortira pas dans 1 an, sûrement pas. Peut-être dans 2, peut-être dans 5, t'en sais rien, mais ça sera forcément au bon moment. Super, donc voilà. Bravo. Encore une question avec plaisir. En fait, c'est compliqué à y répondre, parce que le conseil que moi j'aurais aimé qu'on me dise, c'est vas-y, te pose pas trop de questions. Et en même temps, alors oui, c'est un beau conseil, et en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais peut-être pas ça, parce que c'est un certain engagement. Et donc, je dirais plutôt de définir ta vision avant de commencer. De te dire, est-ce que c'est vraiment une réelle envie profonde parce que toi, tu as des questions à poser, ou est-ce que c'est parce que c'est stylé en ce moment de faire des podcasts et que c'est un peu le truc qui marche. Donc, c'est vraiment définir ton fameux why, à te dire quelle question, toi, profondément, tu as envie de poser.
Et après, tu vas les poser. Et je pense que quand tu poses ces questions-là en fonction de ce qui, toi, te plaît vraiment, t'es moins rattaché aux chiffres, t'es moins rattaché à il faut que ça marche et ci et ça, parce que tu le fais pour toi. Donc, le premier conseil, ça serait vraiment celui-là qui est quelle question tu veux poser, quel sujet tu veux traiter. En fait, c'est vraiment ça. C'est la base. Après, que ce soit avec des micros chours comme ceux-là, Jaune. jaune, que ce soit ton iPhone ou n'importe quoi. Tant que tu le fais pour toi et que tu poses des questions qui te plaisent, ton podcast il sera réussi quoi. Enfin pour toi ça sera un enrichissement personnel. Et puis si ça prend de l'ampleur, si ça te plaît, t'investiras dans des micros comme moi et puis petit à petit tu feras ça. Et tu as en plus la chance d'être sur le merveilleux campus de Paris qui a innové avec un podcast pas comme les autres. Donc tu peux même t'engager dans le podcast du campus pour faire ton propre travail ici. Vas-y, repose une question, je t'en prie. Honnêtement, ça a pris du temps à décoller un petit peu. J'ai été voir un petit peu la presse de ma région. Donc j'ai été voir à Marmande, le Républicain, où j'avais fait... Mais c'est ça qui est drôle. C'est que mon premier stage, le stage en 3e je crois, je l'avais fait dans une rédaction au Républicain, qui est un journal à Marmande. Donc quand je dézoome, je me disais, ma première intention, ça avait été le journalisme, poser des questions, quoi. Ça c'est fou. Je m'en suis éloignée, mais ça m'a rattrapée. Et donc j'avais des contacts là-bas. Donc je leur ai dit voilà, je lance un podcast. Ils ont fait, donc c'était mon premier article en presse. Après j'avais démarché le Sud-Ouest qui ont aussi fait un article. Et puis après ça a fait effet boule de neige un peu tout seul. Mais c'est surtout le bouche à oreille qui marche en fait. Quand on sent qu'on est passionné, les gens du coup ils ressentent ça. Et donc, le contenu plaît, et quand ça plaît, on a envie d'en parler aux autres. Donc, quand on en parle aux autres, ça fait du bouche à oreille, et puis voilà, effet boule de neige, ça a pris, quoi. Voilà. Merci. Alors, c'est magnifique qu'il y ait autant de questions. Il va falloir malheureusement juste arrêter le live dans pas très longtemps. On va arrêter la vidéo dans pas très longtemps. Mais on va quand même donner la place aux questions, bien sûr. Mais vas-y, ensuite Fatoumata, bien sûr, vas-y. Pas de problème, bien sûr, avec grand plaisir. Parce que tu disais, avant de commencer, tu avais peu confiance en toi. Donc effectivement, j'avais très très peu confiance en moi. Ce qui m'a aidée, c'est d'être passionnée et d'être dans l'action. Très honnêtement, c'est ça. Parce que quand on n'est pas dans l'action et qu'on se laisse limiter par nos peurs, forcément, on se pose encore plus de questions et on a encore moins confiance en nous. On se dit, ah mais si, c'est ça, je vais faire comme ça, je vais agir comme ça, il va interpréter ça comme ça, mon Dieu, ça va pas du tout. Juste fais, en fait. Et quand tu fais, c'est là que tu apprends, c'est là que tu prends confiance et que petit à petit, tu... Donc mon seul conseil, en un mot, ça serait juste l'action. Juste vas-y. Le droit à l'échec, c'est pas grave de perdre. Et garder ça en tête aussi, voilà, c'est de se dire, c'est quoi l'échec? En fait, non. Mon projet entrepreneurial que j'ai lancé, aujourd'hui, il y en a qui pourraient dire mais c'est un échec, ça n'a pas abouti, aujourd'hui ça n'existe plus, etc. Honnêtement, avec le recul, je ne considère pas du tout ça comme un échec. Ça m'a appris tellement de choses et surtout, ça m'a appris ce que je ne voulais pas et ça, c'est hyper important. Donc juste tenter plein de choses, passer à l'action et puis ça va le faire. Je pense que c'est la base de tout en fait, quel que soit le projet que tu veux faire. Si ça part pas d'une envie profonde, sur la durée, je pense que ça tiendra pas en fait. Si tu fais ça pour faire plaisir aux autres ou pour coller à ce qu'on t'a dit de faire, forcément ça va te rattraper ou un jour tu vas être en quête de sens, à te dire mais pourquoi je fais ça en fait? C'est quoi le but? Et tu vas te dire à quel moment je m'arrête quoi. Enfin, tu voudras toujours plus, forcément tu voudras toujours épater plus de monde. Si toi tu le fais parce que profondément ça te plaît, tu continueras quoi. Enfin, je sais que ce podcast, je l'aurais arrêté bien avant si jamais j'étais pas animée par ce que je fais. Et donc avoir cette flamme, c'est la base de tout quoi. Et c'est pas parce que ça gagne de l'argent, parce que ça paraît stylé, parce que ça va faire le buzz. Non, enfin, juste si toi ça te plaît, que t'aies 10 écoutes ou 20 000 écoutes, ça ne change rien en fait. Donc vraiment, oui, t'as tout résumé. Ça part d'une envie profonde, ouais. Merci beaucoup. Je me permettrai juste la dernière question, peut-être pas, si, non. Dernière question dans le public et ensuite j'aurai la question de clôture. Dernière question, qui veut la poser? Pour ramener à un seul podcast, c'est compliqué à dire parce que c'est des coûts qui sont souvent globaux. C'est-à-dire qu'il y a l'hébergement du podcast tous les mois qui coûte à peu près 50 €. Il y a le matériel qui a été un investissement assez conséquent au début, mais qui s'étale sur plusieurs années. Et puis il y a mes déplacements, donc le train.
honnêtement, je ne serais pas en mesure de te répondre pour un épisode à combien ça revient, quoi. C'est pas non plus autant que pour faire des vidéos, il faut des caméras, ici, ça. Ça reste assez simple à faire, finalement. Honnêtement, c'est les trains, surtout les trains. Je passe tellement de temps dans les trains que c'est mon budget qui explose, quoi. Mais je ne saurais pas te répondre. Si tu veux, je ferai un calcul et t'enverrai ça par... si ça t'intéresse vraiment, je t'enverrai ça par mail. Le business plan sera bientôt en ligne. Merci Victoria. Mm. On va arriver à la clôture de ce talk. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté. Moi, j'aurais une dernière question. Habituellement, la question qu'on pose à nos invités, c'est celle du ou des conseils que voilà. Je pense que pendant les 30 minutes qu'on vient de passer ensemble, des conseils, vous en avez plein. Petite particularité du campus de Paris, le lancement d'un bachelor sur l'engagement citoyen où on met les valeurs de nos étudiants au cœur de la pédagogie. Toi, il y a un engagement très très fort, tu en as parlé régulièrement, celui de l'écologie et de la cause climatique. Est-ce que peut-être qu'en conclusion, tu pourrais donner un message sur cette thématique-là ? Avec plaisir. Et merci de me donner la parole sur ce sujet-là qui me concerne, qui m'inquiète beaucoup. Je pense que justement, c'est pas avec la peur qu'on va faire face à cet enjeu-là qui est assez vertigineux. Donc je sais pas si vous êtes tous sensibilisés ou pas à la cause climatique, mais c'est assez grave ce qui se passe. La peur, ça m'a souvent tétanisée, mais en fait, voilà, on construit rien de beau là-dedans. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est juste de vous inviter à faire ça dans la joie. Et donc, je fais ce fameux parallèle à juste connaissez-vous vous personnellement et éloignez-vous des futilités parce que finalement, c'est ça, c'est s'accrocher au bien matériel qui contribue au dérèglement de notre planète parce que ça entretient cette roue du toujours plus de la consommation. Si on prend la roue à l'envers, à se dire qui je suis moi, quel impact j'ai envie d'apporter dans ce monde-là, comment je peux être heureux et en plus élever l'humanité, forcément, on va laisser beaucoup moins de place à toutes ces futilités, du temps shopping et ci et ça, beaucoup moins de temps à scroller sur les réseaux sociaux et plus de moments dans le vrai avec des vrais échanges à faire des choses constructives. Donc pour moi, la base, c'est juste de se dire agir pour le climat, ça doit être joyeux, en fait, ça doit être quelque chose de positif. Et la question à vous poser, c'est comment vous, à votre échelle, vous pouvez rendre ça joyeux. Donc ça peut être par la musique, des personnes qui vont se dire moi je vais éveiller les consciences par la musique, ça adoucit les gens, ça les rend moins tristes, moins névrosés, il y aura moins de violence, il y aura moins de ci, moins de ça, donc je vais faire de la musique. Ça peut être par la peinture, ça peut être par être directeur pédagogique d'une école pour élever ses élèves à ces enjeux-là, ça peut être vraiment de tellement de façons, donc la question de base, c'est juste qui vous êtes vous finalement, quoi. Pour moi, c'est tellement rattaché. C'est l'écologie personnelle mène à l'écologie plus globale, quoi. Donc qui vous êtes vous et quelle est votre propre façon d'émerveiller le monde finalement. C'est hyper important d'y répondre. Voilà. Et le plus tôt on se la pose cette question, le plus on gagne du temps parce qu'on évite les burn-out de 40 ans aussi. Ouais. Non mais c'est vrai. Merci infiniment, Victoria. Merci à toi, Mathieu, et merci à vous tous. Merci à vous tous.